je ne viens effectivement pas très loin puisque je travaille chez HomeGrid. Donc donc le sujet du jour est donc l'aménagement d'une cave et de voir un peu tout ce à quoi il faut faire attention si on désire, aménager une cave. Donc ici, la conférence va plutôt, concerner davantage les bâtiments un peu plus anciens puisque là les problèmes sont plus importants que des bâtiments plus récents qui normalement ont déjà des caves aménagées. Donc au niveau de l'exposé, donc on a une partie, donc en fait, il y a surtout 2 grandes parties. D'une part, une partie un peu, d'avoir une petite introduction sur, c'est quoi une cave, même si, la définition a priori peut paraître très simple, mais donc c'est quoi une cave, quel usage en faire. Il y a une partie réglementation puisqu'on a quand même le code bruxellois, d'aménagement du territoire, le règlement régional d'urbanisme et le code du logement qui en fait, ont des prescriptions qui concerne notamment l'aménagement des caves, donc c'est plus général, mais ça concerne l'aménagement des caves. Et puis après, on verra un peu, on fera un peu l'état des lieux avec les questions à se poser et les différentes sources de problèmes auxquels on pourrait être confronté, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'humidité, la ventilation, l'éclairage naturel, l'exiguïté des lieux, l'accès et l'évacuation en cas d'incendie, les égouts et l'accès aux compteurs gaz et électricité. Et ensuite, quelles améliorations apporter, principalement donc sur les aspects sur lesquels on a un peu plus de maîtrise ou qui est le traitement de l'humidité, l'isolation, la ventilation et tout ce qui se rapporte au réseau d'égouttage. Alors, c'est quoi une cave? Alors, bon, au-delà de la définition qui est qu'une cave, d'ailleurs, c'est un espace qui est partiellement totalement situé sous le niveau du sol. Donc, c'est vrai qu'on a plein de configurations différentes au niveau des caves, puisqu'on peut avoir des caves qui sont complètement enterrés, d'autres qui sont partiellement enterrés, d'autres enterrés au niveau de la façade à rue, mais tout à fait dégagés au niveau du jardin, puisque les niveaux ne sont pas les mêmes. Et c'est vrai que du coup, on a toute une série de configurations qui fait que, bah, comme une cave n'est pas l'autre, les usages et les solutions apportées seront différentes. Donc ici, ce sera un peu plus général. Mais il y a quand même deux choses qui caractérisent les caves. C'est d'une part une température fraîche qui est relativement stable tout au long de l'année, qui fait que on a une bonne inertie thermique en fait, de par le fait que les caves sont en sous-sol face aux variations climatiques. Mais on a aussi une ambiance relativement humide qui est aussi liée à cette coexistence avec le sous-sol qui lui contient de l'eau. Et donc on voit qu'au niveau des caves, on devra tenir compte de ça. Alors une cave, c'est aussi, ça a servi à plein de choses. Donc, c'est avant tout un espace tampon donc, qui permet de maintenir la partie habitable au sec. Euh, Ça a aussi été, et c'est aussi un espace de stockage puisqu'on connaît tout, on connaît tous la cave à charbon qui se faisait alimenter en charbon par le soupirail sous la porte d'entrée à rue, cave à vin, et aussi c'était un lieu où on conservait les aliments à l'époque où on n'avait pas de frigo. Donc c'était quand même assez intéressant. Et c'est progressivement aussi devenu un espace utilitaire pour y installer des techniques, donc le local chaudière, citerne d'eau de pluie, citerne à mazout, et enfin un espace utilitaire avec cuisine et garage. Donc au niveau des cuisines caves, donc qui ont été rejetées en sous-sol dans les habitations plus bourgeoises qui étaient occupées par des propriétaires qui avaient des gens de maison, comme on disait à l'époque. Et on voit aussi déjà que, pour la petite anecdote, dès 1905, donc dans le plan que vous avez ici à votre droite, on pensait déjà ranger sa voiture dans sa maison, puisqu'on a déjà des plans avec un garage en sous-sol. Ce qui est assez marrant à signaler, c'est que en fait, l'apparition des caves, c'est en gros 18e siècle sous l'emprise du bâtiment, puisqu'avant, on avait toutes les fonctions utilitaires étaient reléguées en fond de parcelle. Et alors, en habitat rural, on avait les celliers à l'arrière du bâtiment. Et donc, c'est vrai que l'utilisation des caves et les caves sont quelque chose qui est aussi assez fort lié en fait au développement de l'habitat urbain bourgeois.
Et autre anecdote, c'est de voir qu'à partir du moment où on a la maison bel étage, donc à partir de 1950, en fait, toutes les fonctions qui jusque-là étaient affectées au sous-sol, en fait, on les retrouve au rez-de-chaussée, puisque on a toute une série de maisons qui n'ont plus de cave à partir de cette période-là, pour notamment des raisons d'économie, et où du coup, on déplace tout d'un étage, et donc le rez-de-chaussée permet d'avoir tous les espaces utilitaires, et aussi on se protège de l'humidité en remontant les espaces de vie au premier étage. Alors, quel usage pour une cave? Donc, on a différents usages existants ou que l'on veut développer. Donc, on a tout ce qui concerne le stockage, une buanderie, une salle de jeu, une salle de bain, une chambre, un bureau. Donc, on a plein de choses auxquelles on pourrait avoir comme projet. Et par rapport à ça, bon, il y a trois choses à tenir en compte, évidemment, qui est d'une part le degré de confort que l'on souhaite en lien avec l'usage qu'on cherche. Ensuite, il faut voir dans quel état d'origine se trouve la cave, donc avec tous ces problèmes éventuels ce qu'on verra par la suite. Et tout ça est évidemment interdépendant avec l'importance des travaux à prévoir et le coût des travaux. Et donc, l'usage qu'on veut faire ou qu'on voudrait avoir de la cave dépendra un peu des relations entre ces trois choses. Alors, au niveau de la réglementation, donc on a trois, disons, trois éléments qui peuvent intervenir. D'une part, le code bruxellois de l'aménagement du territoire, qui est donc c'est tout ce qui définit en fait les permis d'urbanisme. Et donc on voit quand même, je ne vais pas tout vous lire, mais donc on voit quand même que si on modifie la destination de tout ou partie d'un bien, même si cette modification ne nécessite pas de travaux, euh, il faut un permis préalable. Et donc destination, c'est ce qu'on entend par destination, ce sont la destination des locaux indiqués dans les permis d'urbanisme donc qui se trouvent à l'urbanisme. Donc, ce qui veut dire que dans une maison unifamiliale, on peut évidemment aménager une cave si elle fait partie de son logement, et on peut éventuellement la transformer en bureau, en chambre sans permis, mais ça veut dire que ça reste toujours une cave. Donc on peut dormir effectivement dans une cave qu'on aménage en chambre, mais ça reste toujours une cave. Donc toutes ces fonctions-là, en fait, sauf pour la cuisine, car souvent pour l'urbanisme, une nouvelle cuisine est assimilée à un logement supplémentaire. Donc là, on a une modification du nombre de logements, et donc du coup, on a un permis d'urbanisme. Mais dès qu'on veut officialiser une chambre, un local bureau, etc., il faudra en fait un permis. Et ça fonctionne pour les maisons unifamiliales. Pour les copropriétés d'office, il faudra un permis si on récupère une cave et qu'on l'intègre à son logement, car là, on a de toute façon des problèmes d'accès, des circulations internes privatives au logement qui doivent être réglées, il y a les accès aux compteurs. Donc là, au niveau de la copropriété, c'est plus compliqué et le permis est d'office obligatoire. Et voilà. Ensuite, on a le règlement régional d'urbanisme qui, lui, va plutôt définir les normes d'habitabilité. Donc, les normes d'habitabilité, on va en voir deux, trois ici et la suite. Et donc, c'est pour toutes les modifications des destinations, de leur répartition, modification de l'habitabilité des logements, qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas permis. Donc, même si on ne demande pas de permis, il faut respecter le règlement régional d'urbanisme. Par rapport à une situation existante où donc c'est effectivement plus compliqué que par rapport à du neuf, le principe c'est qu'on tend vers le respect des normes, mais on ne s'en éloigne pas. Donc il n'y a pas de question. Si on a une hauteur sous plafond à 2,50 m par exemple, comme on verra ici au slide suivante, on ne pourra pas descendre le niveau du plafond pour être en dessous de ces 2,50 m. Mais après, si on n'a pas les 2,50 m de hauteur sous plafond, ça n'empêche pas qu'on puisse qu'on puisse garder cela. Enfin, il y a le code du logement qui est le troisième et qui en fait prévoit qui sont toutes les exigences minimales de sécurité, de salubrité, d'équipement, mais qui ne concernent en fait que les logements qui sont mis en location.
Alors, avant de voir un peu deux, trois règles au niveau du règlement régional d'urbanisme, juste signaler que qui dit permis d'urbanisme dit réglementation des pompiers et avis des pompiers, et que dès qu'on a permis d'urbanisme, donc il y a des largeurs minimales des couloirs d'accès, d'escaliers, portes et fenêtres à respecter, qui est donc de 80 cm, qu'il y a des compartimentages au niveau incendie quand il y a plusieurs logements et qu'il faut toujours prévoir deux voies distinctes d'évacuation, ce qui n'est pas toujours évident dans les caves, donc ce qui peut éventuellement restreindre certains projets au niveau des caves. Alors au niveau du règlement régional d'urbanisme, et au niveau du code du logement également, en fait, on fait la distinction entre un local habitable qui est donc un local destiné au séjour prolongé des personnes. Donc, c'est tout ce qui est salon, salle à manger, cuisine, chambre à coucher, bureau. Et un local non habitable, donc pour lequel on sera moins strict, et qui est un local donc, qui est couloir, dégagement, salle de bain, toilette, garage, etc. Et donc, dans ce règlement régional d'urbanisme et dans ce code du logement, en fait, on va avoir des réglementations par rapport aux caves, donc je n'ai sorti que ça, qui va concerner les hauteurs sous plafond, l'éclairement naturel, les vues vers l'extérieur pour le règlement régional d'urbanisme, ainsi que la ventilation. Alors au niveau de la hauteur, donc hauteur sous plafond, pour les locaux habitables, on a besoin d'une hauteur sous plafond de 2,5 mètres et pour les non habitables, 2,20 mètres. Donc comme on l'a vu ici un peu avant, donc ça ne veut pas dire que si on a une hauteur de 2,40 m, on ne pourrait pas aménager euh, une cave. Et donc, c'est dans le cadre du permis d'urbanisme, on demandera une dérogation. Et là, c'est le service urbanisme qui décidera si les dérogations peuvent être acceptées ou pas. Et donc, il faut toujours essayer de respecter ces exigences-là. Et donc, le code du logement est un petit peu moins strict, puisque là, on est à 2,30 m et 2,10 m. Au niveau de l'éclairement naturel, en fait, on prévoit que pour les locaux habitables, euh, une fenêtre qui ouvre sur l'extérieur est obligatoire, donc sauf pour la cuisine. Quand on a une enfilade de 2 pièces, on la compte pour une pièce. Et donc, il y a des exigences au niveau donc, des surfaces d'éclairement, donc, qui sont différentes selon le RRU et le Code du logement. Donc, pour le règlement régional d'urbanisme, il faut que la surface des vitres, donc ce n'est pas la surface du châssis, mais donc on doit faire la somme des surfaces des vitres, il y ait au minimum 1/5 de la surface plancher euh, qui correspondent en surface de vitrage. Et pour le code du logement, on est à 1/12, mais donc là, c'est la surface de la fenêtre. Donc, on ne fera pas le détail par vitrage, mais donc on prend la surface de la fenêtre. Il faut 1/12 de la surface du plancher et 1/10 de la surface du plancher si, comme dans le cas des caves, on a un plancher qui est donc sous le niveau du sol. Pour le code du logement, en fait, on ne tiendra compte que de la surface de la fenêtre qui se trouve au niveau du sol. Donc, si on a ici une fenêtre de soupirail qui descend en dessous du niveau du sol, pour le code du logement, on ne prendra en compte que la surface, qui est donc la surface ici, du niveau du sol jusqu'au niveau supérieur. Et vu pour l'extérieur, je l'ai mis pour info, mais donc en général, ça ne pose pas de problème ici, mais donc dans le cadre d'un logement existant, donc ce n'est pas uniquement en cave, mais donc si vous avez un logement rez-de-chaussée, ça ne posera pas de problème. Si maintenant vous avez un logement partiellement enterré, il faut minimum une fenêtre avec vue directe et horizontale, sans obstacle sur minimum 3 mètres, et ça c'est calculé à 1,50 m de hauteur. Voilà, mais donc une pièce suffit par logement. Voilà. Enfin, dernière chose, au niveau de la ventilation, donc tous les locaux habitables ainsi que salles de bain, salles de douche, cabinet de WC, cabinet de toilette ou WC doivent avoir un dispositif de ventilation naturelle ou mécanique. Ventilation naturelle, c'est soit une fenêtre qui donne sur l'extérieur, soit c'est un orifice d'évacuation de l'air qui donne directement sur l'extérieur ou qui se trouve dans un conduit en contact avec l'extérieur, soit on est dans une ventilation mécanique avec un extracteur mécanique qui lui donne aussi directement sur l'extérieur ou dans un conduit qui donne en contact vers l'extérieur. Donc ça, c'est pour la ventilation. Mais donc c'est vrai qu'à côté de ça, donc ça peut être une fenêtre, mais donc on a la fenêtre au niveau de l'éclairement et il faut également donc la ventilation. Donc en général, quand on a une fenêtre, ça ne pose pas de problème. Si on n'a pas de fenêtre, donc ça sera plutôt pour les salles de bain, cuisine, cabinet de toilette, WC, il faudra prévoir un système de ventilation. Voilà. Donc là, c'était un peu pour tout ce qui était réglementation. Et là, on va
passer en revue maintenant, maintenant qu'on sait ce qu'on peut faire, ne pas faire et les bonnes réglementations et les bonnes procédures à entreprendre. On doit voir un peu, on va un peu voir quelles sont les sources de problèmes et quelles sont les questions à se poser quand on est face, donc on est dans une cave et qu'on désire l'aménager. Donc, on a les 6 points, les plusieurs points donc, dont on a parlé au début. Donc, on a tout ce qui concerne l'humidité qui provient des murs et du sol. On a la ventilation, l'isolation thermique, les égouts, donc odeur et refoulement, l'éclairage naturel, l'accès et l'évacuation en cas d'incendie, l'exiguïté des lieux et l'accès au compteur. Alors, on a une action possible sur les 4 premiers, c'est les plus simples, donc qui concernent l'humidité, la ventilation, l'isolation thermique et les égouts. Alors, on peut avoir une action sur l'éclairage naturel, l'accès et l'évacuation en cas d'incendie, mais là, on est directement dans des travaux plus importants et des travaux qui vont modifier le gros œuvre. Et enfin, on a tout ce qui concerne l'exiguïté des lieux donc, et l'accès au compteur, qui est plutôt un état de fait où là, la modification est plus compliquée. Donc là, c'est plutôt des informations et des contraintes à prendre en compte lorsqu'on définit son projet, sur lequel on ne peut pas vraiment modifier, en fait, hein. Sauf si on démolit tout et qu'on reconstruit une maison, mais sinon, on a quand même peu de, d'action sur ces deux éléments-là. Donc, on va surtout se concentrer sur les quatre principaux, humidité, ventilation, isolation et problème d'égout. Et on va aussi rassembler, ici dans la présentation, je vais directement rassembler tout ce qui est diagnostic état des lieux avec les propositions d'intervention et d'amélioration pour que ce soit plus facile, lisible et compréhensible, pour pas chaque fois devoir rappeler, etc. Donc, on va vraiment faire cas par cas. Et on va directement régler le problème le plus simple qui est au niveau des égouts. Comme ça, on pourra se concentrer sur l'humidité. Et après, l'humidité qui est l'élément central et qui influence et qui sera influencé et par la ventilation et par l'isolation thermique. Alors, au niveau des égouts, on a en fait un réseau d'égouttage qui est en général placé sous la travée de circulation. Donc, c'est tout ce qui est couloir, hall d'entrée, couloir, escalier, palier. Et donc, on a le réseau d'égouts qui se trouve en général sous cette travée-là. Et on a également, on peut avoir également une citerne qui souvent au départ était placée sous une cour et donc en dehors du bâtiment, mais qui au cours des années, avec les constructions d'annexes, s'est fait rattraper par les extensions et finit par se retrouver sous l'emprise du bâtiment. Alors, au niveau de ça, qu'est-ce qu'il faut faire? D'une part, il faut vérifier qu'on a des égouts en bon état et que donc on a, on n'a pas de fuite au niveau des égouts. Donc, anciennement, on avait des égouts qui étaient réalisés en tuyaux de grès et dont chaque élément était assemblé l'un à l'autre par un joint en ciment. Et donc, si on a un mouvement de sol, si on a la longue par la vétusté, on peut avoir les joints qui se décèlent, on pourrait avoir des fuites par là. Donc, une des façons de voir qu'il n'y ait pas de fuite, c'est pas d'affaissement au niveau du sol. Donc, ça, c'est la première règle. Après, on peut aussi faire un examen par caméra dans le réseau d'égouts pour voir si ceux-ci sont en bon état. Euh, Ensuite, sur le parcours des égouts, on a les chambres de visite, donc qui sont en fait qui sont des chambres qui permettent les raccords entre les descentes verticales d'eau et le raccord à l'égout. Et donc, c'est important d'avoir ces chambres de visite-là parce qu'en cas de problème avec les égouts, c'est par là qu'on pourra aller voir s'il y a un problème ou pas. Et c'est aussi intéressant, donc à partir du moment où on aménage les caves, de bien avoir des, des tacs d'égout avec donc des couvercles qui couvrent ces chambres de visite, bien avec le double couvercle qui sont en fait des couvercles anti-odeur, donc comme on le voit ici, et qui permet en fait d'éviter d'avoir les remontées d'odeur au niveau des égouts. Ensuite, on a les sterfput, donc qui sont ces systèmes qui permettent de récolter les eaux lorsqu'on nettoie le sol, etc. Et donc là, il faut bien vérifier
justement aussi pour les odeurs, de bien avoir un sterput avec un siphon pour qu'il n'y ait pas de remontée d'odeur d'égout. Et si on est au niveau des caves, on a des sterputes, mais que finalement on n'utilise pas parce que finalement on n'utilise pas d'eau, qu'on ne nettoie pas ou qu'on n'a plus de robinet qui arrive au-dessus du sterput. À la longue, en fait, l'eau qui se trouve dans les siphons a tendance à s'évaporer. Et donc, une des sources, quand on a une odeur d'égout dans la cave, une des sources de ces odeurs peut être due au fait que ce siphon, en fait, est asséché. Donc, il faut remettre un peu d'eau dans le sterput pour avoir ce bouchon d'eau qui permet de bloquer les odeurs. Enfin, au niveau de la citerne, donc si on a une citerne qui est utilisée, qui se trouve dans une annexe, etc., c'est quand même important de garder un accès à cette citerne pour la réparer, pour la vider, pour l'entretenir. Et donc, on a des regards. Donc, on peut, si on fait une finition, refait une finition au niveau du sol, on a des regards de citerne avec des couvercles de regard à carreler qui fait qu'on peut avoir un regard de citerne qui est parfaitement discret et bien dans le plan du sol des pièces annexes et qui permettent, en fait, qui au niveau esthétique sont vraiment impeccables. Enfin, si on est dans un quartier, une zone où on a peur où on peut avoir des refoulements d'égouts, il existe aussi des systèmes de clapets anti-crues ou de pompes de relevage en cas de refoulement d'égouts qui peuvent être installés. Donc, on ne va pas trop rentrer dans les détails, mais donc c'est un système. Si on a pour éviter ces problèmes de refoulement d'eau, là, c'est pour pas avoir les caves sous eau, d'avoir ces systèmes anti-crues et pompes de relevage. Voilà, donc là c'était pour les égouts. Et là maintenant on va entamer l'aspect plutôt humidité. Et donc humidité dans les caves qui est donc un problème récurrent et assez souvent important à Bruxelles. Donc à Bruxelles, on a quand même, si on regarde sur les statistiques de l'Institut royal météorologique, on voit qu'on a quand même 208 jours de pluie à Bruxelles pendant lequel il pleut au moins un moment dans la journée en moyenne, et que Bruxelles, c'est quand même un nom qui à l'origine signale qu'on est sur une zone humide et on a quand même un sous-sol qui est très humide à Bruxelles. Bon, ça dépend évidemment un peu des communes et des quartiers, mais c'est quand même un sous-sol très humide. C'est pour ça, par exemple, que par exemple, quand on a construit le métro, à Bruxelles, on a le métro qui est juste au niveau du sol, parce qu'on n'est pas comme à Paris avec un sol qui peut être creusé, et donc on a dû construire tous les pertuis de métro vraiment juste en dessous du niveau du sol à cause justement de cette présence d'eau très importante dans le sous-sol bruxellois. Alors auparavant, à Bruxelles, on avait, dans l'habitat plus ancien, on avait de l'humidité, on avait ces caves qui pouvaient être humides, mais elles étaient fortement ventilées. Donc, de par les soupiraux, les fenêtres, etc., on avait quand même une ventilation qui était très importante auparavant. Et elles étaient aussi fortement chauffées. Et donc, si par la suite, comme on a eu dans les années 70, les premières crises énergétiques, etc., on a commencé à intervenir sur les caves en limitant les ventilations, en isolant vaille que vaille, en calfeutrant les courants d'air, en fermant les soupiraux, etc. Donc on a effectivement des situations, un confinement d'air et une accumulation d'humidité qu'on n'avait pas en fait au début. Euh, Puisque ici, au niveau des caves anciennes, donc non seulement on les ventilait beaucoup, mais et notamment à l'époque des cuisines caves, on avait quand même tous ces poêles à bois, poêles en fonte, poêles à charbon qui chauffaient vraiment beaucoup et qui permettaient de ventiler et chauffer ces caves, de les maintenir dans un état relativement sec. Alors une fois qu'on a de l'humidité dans les caves, donc on a une source d'inconfort, évidemment, mais on a aussi un danger pour le bâti et on a un danger pour les habitants. Donc, danger pour le bâti parce qu'on a, d'une part, on peut avoir un développement de champignons, dont la célèbre mérule, et insectes, donc tous les insectes qui souvent, en fait, aussi ont tendance à venir quand la mérule ou les champignons se développent et donc qui s'attaquent aux structures en bois des bâtiments. Et on peut aussi avoir dans un moindre mal tout ce qui est dégradation
de matériaux en surface, donc toutes les finitions, les plafonnages, etc., des efflorescences qui apparaissent. Donc on a vraiment toute une dégradation et de la structure et des finitions qui ont pu se développer. Donc là, si on est dans un cas avec des faux plafonds, des plafonds, c'est intéressant de toujours aller voir ce qui se passe en dessous, en fait, pour voir si on n'est pas dans un cas avec des gîtes en bois qui ont été attaqués par la mérule ou les insectes et des problèmes de structure. C'est aussi une source, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, puisqu'en plus on a eu une conférence là, ici, dans ce cycle sur les pollutions intérieures et on a parlé de l'ambulance verte du CRIPI, mais donc c'est une source d'inconfort, puisque si on a un taux d'humidité élevé, on a des parois humides, il fait froid, des odeurs, donc tout ça évidemment c'est de l'inconfort, mais aussi on peut avoir des problèmes d'allergie, d'atteinte respiratoire et de l'asthme, et donc un effet sur la santé à partir du moment où on utilise des espaces dans lesquels on a un développement de micro-organismes, de champignons et dans l'habitation et dans les caves si on les utilise comme pièce de vie. Voilà. Alors d'où vient l'humidité dans les caves? Donc, on a plusieurs sources possibles. Donc, d'une part, on a tout ce qui serait de l'ordre plutôt de la fuite de canalisation, donc qui est plutôt une cause accidentelle et qui est plutôt ponctuelle. On a toutes les infiltrations d'eau de pluie qui peuvent arriver également. On a ce qu'on appelle donc l'humidité ascensionnelle, qui est donc l'humidité qui vient de la terre. On a aussi les sels dans la maçonnerie. Et alors, on a aussi tous les problèmes de condensation, qui est donc soit une condensation superficielle, donc sur la paroi, là, comme on le voit sur la photo, ou une condensation interne, ou qu'on dit interne ou interstitielle, qui est donc plutôt à l'intérieur des parois, donc entre deux éléments de paroi, par exemple un isolant et un mur, qui arrivent. Alors, les quatre premières causes, elles sont liées à de l'eau qui vient de l'extérieur. Donc, et dans ces quatre causes-là, en fait, souvent, tout ce qui concerne l'humidité ascensionnelle et la présence de sel dans la maçonnerie sont liés. Donc, on peut avoir ces deux phénomènes-là qui se développent en parallèle. Et de même, tout ce qui est condensation superficielle et condensation interne, qui eux donc sont liés à des phénomènes d'humidité liés à l'occupation du logement, à l'occupation des espaces, qui vont également ensemble. Donc, on va se concentrer ici sur, d'une part, on va passer en revue les différentes causes. Donc, plus rapidement, ce qui concerne les fuites de canalisation. Donc là, c'est tout ce qui concerne les colonnes d'arrivée, d'évacuation, les tuyauteries. Donc, ça peut être en encastré en apparence, ça peut être au niveau des égouts, comme on a vu. Et donc là, c'est souvent donc soit une fuite accidentelle, c'est simplement un débordement de baignoire, donc ça c'est plus facile. Ça pourrait être aussi des pertes d'étanchéité au niveau des joints sanitaires, des choses comme ça. Donc là, c'est une vérification qu'on va faire, une vérification visuelle pour voir s'il n'y a pas de problème. Donc c'est en général le plus facile à voir, donc repérer où se trouve les gaines techniques avec les descentes d'eau et donc de vérifier, ouvrir les gaines si les gaines sont fermées, ouvrir un regard de baignoire pour voir s'il n'y a pas de fuite au niveau du siphon de baignoire, ouvrir un plancher si on a des canalisations qui passent dans le plancher. Ça peut être aussi une inspection de caméra pour les égouts. Après, c'est comme on a vu au niveau des égouts, si on a un tassement de sol au niveau des caves, ça peut être le signe qu'on a en fait des fuites d'eau et donc un affouillement en fait sous l'égout et donc un affaissement au niveau du sol. Maintenant, aussi pour tout ce qui est arrivée d'eau, donc pour des pertes d'étanchéité des joints sanitaires, hein, on peut aussi simplement contrôler en fait l'index du compteur d'eau où on ferme bien tous les robinets et on voit en fait si on a une perte d'eau ou bien si le compteur reste bien immobile. Ensuite, on a les infiltrations d'eau de pluie qui, au niveau des caves, vont plutôt se manifester au niveau des menuiseries, des raccords de menuiserie, de soubassement, des murs contre terre. Donc, c'est de l'eau qui provient de la pluie. Ça peut être dû donc à des défauts ou une vétusté au niveau des seuils de fenêtres ou des malfaçons. Euh, et donc là, c'est une vérification visuelle aussi en période pluvieuse.
Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'au niveau des pluies battantes, les pluies battantes, c'est une orientation sud-ouest et les orientations qui sont voisines de cette orientation sud-ouest, qui sont vraiment ces façades orientées sud-ouest qui vont recevoir un maximum de pluie. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si on a dans le cas où, en fait, où on a une coulisse, donc un mur avec un mur de parement, donc qui fait une demi-brique d'épaisseur, donc en général plus ou moins 10 centimètres. Souvent, si le mur est soumis à une pluie battante et que la brique n'a pas hydrofugé, si la brique se remplit d'eau, il faut savoir qu'après 20 minutes, en général, de pluie battante, on va avoir de la pluie qui perle à l'intérieur de la coulisse qui est là. Et donc, on va quand même avoir une absorption d'eau assez importante par la maçonnerie. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter cette humidité-là, ou ce à quoi il faut faire attention? D'une part, au niveau des seuils de portée de fenêtre, c'est bien d'avoir des seuils qui permettent d'évacuer correctement l'eau avec justement ces petites remontées, soit au niveau du châssis, sous le châssis et de part et d'autre dans les encastrements dans les maçonneries, pour éviter d'avoir un écoulement d'eau via les maçonneries, pour que cette eau ne contourne pas le seuil. D'avoir le casse-goutte qui est juste en dessous du seuil de fenêtre, c'est aussi assez fondamental pour ne pas avoir l'humidification de la neige sous le seuil de fenêtre. C'est bien d'avoir un soubassement qui n'est pas poreux, donc soubassement de pierre ou autre, mais qui n'est pas une simple hydrofugation du bas de façade, parce que souvent la simple hydrofugation ne va pas protéger complètement de ces infiltrations l'eau, et en plus l'hydrofugation ne fait pas forcément bon ménage avec des sels quand on a des sels dans la maçonnerie. C'est aussi d'avoir en fait des eaux de ruissellement, donc qu'on éloigne de la façade. Donc si on a une cour, c'est d'avoir le pavement de la cour et une légère pente dans la cour qui éloigne l'eau, plutôt que de ramener l'eau vers la façade. Et c'est aussi, il faut éviter dans le cadre d'aménagement de jardin, par exemple, de venir ramener des terres contre les murs pour maintenir en fait une humidité le long de ces murs-là. Alors au niveau de l'humidité ascensionnelle, qui est avec la présence de sel, problème qui est donc les problèmes de d'infiltration d'eau et cetera sont plus ponctuels, sont plus limités, donc c'est des choses plus ponctuelles, voilà. Maintenant au niveau de l'humidité ascensionnelle et de la présence de sel qu'on va voir par la suite, c'est vraiment le phénomène le plus fréquent, au niveau des caves. Il faut savoir qu'avant, donc l'humidité ascensionnelle, c'est évidemment l'eau qui provient du sol, puisque le sous-sol est humide, et donc les briques étant des matériaux capillaires, donc avec pas mal d'air entre les cellules, on a en fait un phénomène de remontée d'eau par capillarité. Donc c'est vraiment comme si vous aviez vos murs qui étaient des buvards et qui vont pomper l'eau qui vient du sol. Euh, il faut savoir qu'avant 45, on n'avait pas de membrane d'étanchéité, donc on ne plaçait pas de membrane d'étanchéité au pied du mur, entre les fondations et les murs, et que donc on avait ces remontées qui étaient possibles. Parfois, on mettait en façade notamment, on mettait des bandeaux de pierre pour avoir une barrière qui empêchait cette remontée, donc des bandeaux de pierre sur l'épaisseur du mur. Parfois, on n'avait rien, donc c'était possible. En plus, au niveau du sol, comme on le voit ici, on avait le sol qui était en carreau de céramique ou en briques qu'on posait sur champ, qui était directement posé sur un lit de sable, stabilisé au non avec un mortier, mais donc qui était directement au niveau du sol, sans barrière d'étanchéité non plus. Donc on avait, de par cet aspect-là, on avait l'eau qui pouvait remonter, et pouvoir des phénomènes d'humidité dans les caves, mais on a vu qu'auparavant, donc jusque dans les années 50, ça posait pas de trop gros problèmes, vu qu'on ventilait beaucoup et qu'on pouvait chauffer beaucoup. Donc voilà. Cette humidité ascensionnelle, d'une part, on peut la repérer parce que, comme c'est un phénomène qui revient par capillarité, on a vraiment une ligne horizontale qui va marquer la limite d'humidification entre les briques qui ont pris l'humidité et les briques sèches. Et c'est une ligne qui peut monter jusqu'à, en général, 1 mètre, 1,50 m, si on laisse l'eau s'échapper librement. Donc ici, on voit par exemple qu'on a une ligne d'humidité donc qui est venue du sol, qui est montée.
qu'il y ait eu un badigeon bitumineux qui était placé, mais sous la pression de l'eau qui a sauté. On voit bien qu'on a vraiment une ligne horizontale. Là, on voit la même chose, des lignes horizontales qui montrent bien la présence d'humidité à cet endroit-là. Alors après 45, si on a des problèmes d'humidité ascensionnelle, c'est plutôt lié, en fait, parce que là, on a commencé à mettre des barrières étanches et à assurer une étanchéité au niveau des maçonneries. On est plutôt dans le cas où on a des malfaçons, des mauvaises réalisations de membranes, ou une membrane qui n'a pas été mise dans la continuité, ou alors on a modifié, il y a eu des modifications extérieures avec soit une modification du niveau de terre, etc., qui fait qu'à un moment, on a ces problèmes qui peuvent apparaître. Et outre le fait qu'on a visuellement, on voit très bien, dans un cas comme ça, on dit tiens, oui, là c'est carrément l'humidité institutionnelle. On peut aussi vérifier par un hygromètre en fait qui va, euh, qui va mesurer en fait s'il y a d'humidité dans le mur, donc qui fonctionne sur base de la résistivité électrique des matériaux. Et donc si le mur est humide, la résistivité n'est pas la même que s'il était sec. Donc on peut voir s'il y a de la présence d'humidité dans le mur. Alors, il faut juste faire attention avec les hygromètres car si on a une présence importante de sel, si on a des métaux dans la maçonnerie, ça peut interférer sur les résultats. Mais donc, avec l'hygromètre plus la, le fait de vérifier visuellement, donc d'avoir ces effets visuels, on peut se dire quand même qu'on est là, on est en présence d'humidité ascensionnelle. Alors, lié à cette humidité ascensionnelle, en fait, on a les sels dans la maçonnerie. C'est un phénomène qu'on a longtemps sous-estimé, mais qui sont quand même très importants. Sans doute un peu moins importants en ville qu'à la campagne ou dans les milieux agricoles, où là, il y a, en plus, avec l'agriculture, il y a les présences de sel dans le sol. Mais c'est quand même un phénomène qui est quand même de plus en plus important et qu'on appréhende de manière plus importante que par le passé. Et donc, c'est celles qui peuvent être dues, qui sont là, qui sont dues à un problème d'humidité, mais qui peuvent aussi être dues, qui étaient déjà présents dans les briques si elles étaient mal cuites, qui peuvent provenir de sels de déneigement, qui prennent aussi des sels de la terre. Et donc, quand on a l'humidité ascensionnelle et qu'on a de l'eau qui est pompée dans les murs, en fait, les murs pompent l'eau avec les sels qui sont présents dans cette eau-là. Une fois qu'on a ces sels, donc il y a deux types de sels. Donc on a ce qu'on appelle les sels hygroscopiques qui sont donc des chlorures et des nitrates, et des sels qui sont plutôt les sulfates et carbonates. Sulfates et carbonates, donc c'est donc sels calcaires, donc c'est des sels qui se cristallisent quand l'eau s'évapore. C'est ce qu'on voit ici au niveau de la paroi. Donc ça, c'est des sels qui sont peu dangereux en fait, et c'est ce qu'on appelle le salpêtre, donc ces efflorescences qui apparaissent lorsque l'eau s'évapore et qui sont un signe comme quoi le mur a été humide ou il y a eu de l'humidité dans le mur à un certain moment. Mais c'est un sel qui ne pose pas de problème et qui s'élimine à sec. Donc quand vous le brossez, c'est un peu gras et ça disparaît. Donc souvent, les gens confondent aussi ce salpêtre avec de la mérule. Et donc la différence, c'est que le salpêtre, c'est une poussière un peu grasse qui va tomber en poussière. Donc comment vous le brossez, ce qui n'est pas du tout le cas de la mérule si vous la brossez. Donc voilà. Tandis qu'au niveau des chlorures et nitrates, donc c'est ce qu'on appelle donc les sels hygroscopiques. Les sels hygroscopiques, sont les absorbeurs d'humidité, comme on le voit dans les absorbeurs qu'on vend dans les bricots. Donc c'est vraiment des sels qui vont absorber l'humidité ambiante. Et donc celle-là, donc, elle va poser un problème parce qu'elle va être capable de capter l'humidité ambiante qui est dans l'air, donc dans une cave. Et donc qui est celle qui, donc, s'ils sont présents dans les maçonneries, notamment donc, des 30% d'humidité relative, euh, peut déjà capter et fixer de l'humidité qui est dans l'air. Donc là, on va avoir un phénomène d'humidité qui va se développer et qu'on ne confond pas forcément, faire attention, mais on ne le confond pas forcément avec de l'humidité ascensionnelle, car là, on va plutôt avoir la présence de taches plutôt que vraiment une ligne horizontale bien continue, quoiqu'on peut avoir les deux phénomènes qui coexistent. Mais donc là, on va avoir de l'humidité qui va être absorbée
par la maçonnerie et c'est simplement dû à la présence des sels. C'est celles qui vont aussi ralentir le séchage des maçonneries. Donc, si on a de l'eau, donc il aura tendance à, à stocker cette humidité dans les maçonneries. Et la différence de ces sels hygroscopiques, c'est que ça forme pas vraiment d'efflorescence. Donc, à l'œil nu, on va pas forcément voir qu'on a des maçonneries qui contiennent d'importantes quantités de sel. Alors, comment on détecte les sels dans la maçonnerie? En fait, vous avez des bandelettes de tests. Donc là, j'ai repris des tests qui proviennent du CSTC. Mais donc, on a des bandelettes qu'on peut appliquer sur le mur. Il faut qu'elles soient humides, mais donc on applique sur le mur. Et donc, les décolorations de bandelettes vont montrer qu'il y a donc une présence de sel importante dans les maçonneries, d'autant plus importante que la décoloration est forte. On peut aussi, les sels ayant tendance, comme ils migrent à travers les maçonneries, comme l'eau migre vers les surfaces des murs, puisqu'il y a évaporation de l'eau à la surface des murs, on va avoir donc tendance à avoir beaucoup plus de concentration de sel sur les premiers centimètres de maçonnerie côté, côté mur où l'humidité s'évapore que vraiment au cœur de la maçonnerie. Donc si on fait un forage au niveau d'une maçonnerie et qu'on a une différence, qu'on mesure une différence d'humidité entre le cœur de la maçonnerie et, et la surface, là on peut dire qu'on est en présence de sel. Si on a une humidité constante tout au long de la maçonnerie, de l'épaisseur de la maçonnerie, on est plutôt en présence d'humidité ascensionnelle. Donc c'est ce qu'on indique ici. Euh, Pas confondre, mais donc on peut souvent avoir les deux problèmes qui se manifestent en même temps. Et ne pas confondre non plus la dégradation par le sel et la dégradation par le gel. Donc, en fait, ce qui provoque une dégradation des matériaux quand on a des sels présents dans la maçonnerie, ce sont les cycles d'humidification-évaporation. Donc, quand la maçonnerie s'humidifie, les sels vont se dissoudre, et quand l'humidité va s'évaporer, que la maçonnerie va sécher, les sels vont se cristalliser. Et donc, ce sont ces cycles d'humidification-évaporation, donc dissolution-cristallisation, qui vont faire qu'on va avoir la brique qui en surface va se désagréger progressivement et donc former une sorte de poudre de brique qui va se désagréger. Tandis que pour le gel, en fait, quand on a une brique qui est soumise au gel, on va avoir un éclatement sur quelques millimètres, on va avoir des fissures, et donc on voit bien au niveau de l'aspect que ce n'est pas du tout la même chose. Alors comment est-ce qu'on peut traiter l'humidité ascensionnelle? Alors en fait, on va placer une barrière, on va injecter, on va faire des injections pour stopper les remontées. Et donc, si c'est un mur, donc il y a plusieurs cas de figure. Le cas le plus simple, c'est d'avoir un mur de refend, donc un mur intérieur, qui en fait, de part et d'autre, on a des pièces, on a le niveau du sol qui est là. Donc si on va placer une barrière au niveau du niveau du sol fini de la cave qui va empêcher cette remontée d'humidité, qui va bloquer l'humidité au niveau de la fondation. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'un mur peut rester. En fait, le problème, si un mur reste constamment humide, ça ne pose aucun problème, il ne va pas poser de problème. Le problème, c'est s'il est soumis au gel, où là, le fait d'avoir des périodes gel et des gels va faire que les maçonneries, les joints vont se dégrader. Mais si on a un mur qui est constamment humide, en fait, il n'y aura pas de problème pour cette maçonnerie-là. Et donc là, on va bloquer l'humidité le plus bas. Si maintenant, dans le cas des façades, on a des murs qui sont partiellement contre terre, soit on a ici une, une étanchéité qui était placée du côté des terres, ce qui est le cas normalement dans les maisons, dans les immeubles plus récents, donc à partir des années 50, où là on a une protection. Donc si on a un défaut, on pourrait simplement de nouveau injecter au niveau du sol. Si maintenant on est dans le cas
d'une maison plus ancienne avec d'une maçonnerie et qu'on est obligé de faire un cuvelage intérieur, on va placer la, la barrière d'étanchéité par les injections au niveau du sol fini. Donc ici, on a le sol extérieur, on est au niveau du sol extérieur. On va faire les injections à ce niveau-là et on va devoir compléter ces injections, cette barrière-là, par un cuvelage euh, intérieur qui va bloquer l'humidité vraiment au niveau du mur, ici. Et ce cuvelage devra être 100% étanche. Si on veut vraiment utiliser les pièces pour des pièces de vie. Donc, si on fait une buanderie, on pourrait maintenir un peu d'humidité, ça ne pose pas de problème. Si maintenant on veut effectivement faire des pièces de vie, il faut que le cuvelage soit 100% étanche. Donc, le principe, c'est simple, il ne faut pas que l'humidité présente dans le sol puisse contourner les barrières d'étanchéité. Donc, il faut arriver vraiment à avoir une continuité au niveau de l'étanchéité. Alors, il existe plusieurs méthodes pour traiter l'humidité, mais là, disons, on peut dire le meilleur rapport qualité-prix, on va dire ça comme ça, c'est quand même les injections, car à part les injections, l'autre solution, c'est soit insérer une membrane bitumineuse, synthétique, métallique dans l'épaisseur de maçonnerie, mais c'est des travaux très lourds et donc on ne le fait en général pas. Soit on est dans des systèmes qui jouent plus, alors soit sur des différences de potentiel électrique comme l'électroosmose ou sur la production d'un champ magnétique comme des méthodes électrocinétiques, mais ces méthodes en fait sont pas très c'est pas qu'elles sont pas fiables, mais elles ont des résultats très variables en fonction des cas. C'est des méthodes qui sont actuellement étudiées par le CSTC, donc là on peut peut-être voir dans les années à venir s'il y a des alternatives aux injections, mais là, les injections restent pour l'instant en fait l'intervention la plus réaliste, la plus efficace contre ces remontées d'humidité. Donc, on injecte donc de produits qui sont soit silane, siloxane, silicone, qui sont soit sous forme de liquide ou de gel, soit en phase solvant, donc avec des composés organiques volatiles, donc wet spirit, etc., ou en phase eau, et qui peuvent être soit injectés donc à basse pression. Donc là, on aura un compresseur qui viendra à basse pression injecter le produit dans les maçonneries, soit simplement par gravité avec des récipients d'attente qu'on remplit de produits et donc on laisse diffuser en fait les, les, les silanes, siloxanes, silicones dans les maçonneries. Donc les injections se font via une ligne de joint en fait, et donc on ne va pas trop rentrer dans les détails, mais donc on va faire des trous à la foreuse régulièrement tous les X centimètres et on va dans une ligne de joint de manière à pouvoir progressivement en fait faire un bouchon étanche, rendre la brique hydrophobe sur toute son épaisseur pour bloquer les remontées d'humidité. Alors ici, j'ai simplement, je vous ai mis le tableau du CSTC parce qu'on a les différents types de produits qui existent, silane, siloxane, silicone. Donc on a ceux qui ont des composés organiques volatiles, donc qui ont une très bonne diffusion dans la maçonnerie, mais comme ils sont très volatiles, il y a beaucoup de pertes au niveau évaporation quand on les place. Il y a aussi des odeurs très importantes, donc quand on habite dans les lieux, c'est pas évident. On a aussi tout ce qui est produit en phase aqueuse, donc c'est de l'eau. Donc là, on a beaucoup moins de problèmes d'évaporation, on a moins de problèmes d'odeur et ça garde quand même une bonne diffusion du produit dans les maçonneries. Donc, on peut plutôt favoriser ces produits-là. Ou alors, on l'a aussi en gel, donc ça, c'est plus épais. C'est assez intéressant car la diffusion est peut-être plus lente, mais c'est plus facile, on a moins de pertes. Et donc, si on a par exemple des fissures dans le mur, etc., on va avoir moins de pertes et on va finalement avoir une meilleure diffusion du produit dans la maçonnerie. Alors, Patrick, quand on a Patrick, traité, quand on est parvenu à faire ces injections, si on est dans une cave qu'on utilise finalement pas tellement comme buanderie, mais voilà, qu'on n'en veut pas en faire une pièce de vie, on peut éventuellement se dire, tiens, je vais voir un peu
quel est l'effet des injections sur la diminution des problèmes d'humidité dans le mur, voir si ça suffit ou pas. Si maintenant on veut rendre cette pièce vivable et complètement éliminer les problèmes d'humidité, il va falloir compléter ça donc pour les murs contre terre par des enduits. Donc c'est des enduits spécifiques qu'on applique sur la maçonnerie qu'on décape, qui a été décapée. Donc ça peut être donc là on peut placer des mortiers spécifiques, des ciments hydrophobes, des résines époxydiques. On peut aussi placer un enduit à base de chaux qui va favoriser l'évaporation au niveau de l'humidité dans le mur et donc qui peut être suffisant si on n'est pas dans un cas avec trop d'humidité. Donc là, on doit voir. Faire très attention que au niveau des angles et du raccord entre le sol et le mur, donc il faut faire ce qu'on appelle une gorge pour éviter d'avoir un angle, de manière à avoir une bonne continuité entre le sol et le mur au niveau de l'étanchéité. Donc on verra par après le fait d'isoler contre l'humidité le sol. On peut aussi placer des enduits d'assainissement quand on a en fait beaucoup de sel dans les maçonneries. Les enduits d'assainissement sont des pièges à sel, donc ils vont emprisonner les sels dans l'enduit, mais ce sont des sels qui, une fois comme ils se gorgent de sel, doivent être renouvelés plus ou moins régulièrement. Donc, finalement, ce n'est pas forcément une bonne idée ou ce n'est pas vraiment une solution définitive. Après, comme on va le voir à la dia suivante, on va pouvoir, si on dit on veut être, on se dit tiens finalement, apparemment j'ai quand même beaucoup de sel dans mes maçonneries, il faudrait quand même que je bloque ces sels dans les maçonneries. Euh, on peut aussi placer un enduit. Si on a une membrane qui bloque les sels, on peut venir avec un enduit ou une cloison de doublage qui vient sur ces membranes qui bloquent les sels et qu'on vient placer pour faire la finition. Patrick? Oui, Ah, ok, tu m'entends cette fois-ci. Il est longtemps. 57, ça va? Très bien, je vais accélérer. Très bien, Merci. merci. Oui. Alors, pour le traitement des sels maçonniques, donc on a ici des membranes qui permettent de bloquer, qui vont en fait maintenir les sels dans les maçonneries. Donc, si on maintient un mur humide, que les sels sont dans la maçonnerie, qu'on n'a pas ce cycle de humidification-évaporation, donc les sels vont rester en fait où ils se trouvent. Donc, on n'aura pas trop de migration de sels. C'est finalement pas une mauvaise solution. On pourrait placer cette membrane donc c'est les membranes qu'on voit là sur les photos, et membranes sur lesquelles on peut soit venir placer un enduit, soit venir placer une cloison pour la finition. Et donc une fois qu'on a ça, on a en fait vraiment une barrière étanche entre le mur et les enduits de finition. On Parallèlement, donc, quand on traite les murs, donc si on est dans un bâtiment ancien, donc on a vu qu'au niveau du sol, on n'a pas de barrière de protection non plus. Si on bloque les remontées d'humidité dans les murs, on risque d'augmenter les phénomènes d'humidité donc au niveau du sol. Donc, soit on attend de voir comment ça se passe, mais souvent, si on vient placer des membranes étanches au niveau des murs, c'est bien en fait de traiter de toute façon le sol en plaçant. Donc là, on va placer en fait, soit on va devoir rehausser le sol. Donc ça, c'est le cas le plus simple. C'est si on a une hauteur de plafond suffisante, si on peut adapter les menuiseries de porte ou bien on remplace les menuiseries de porte, on va garder le niveau fini extérieur, les carrelages. Et sur ces carrelages, on va venir mettre une membrane anticapillaire. Donc on a ici les différentes couches. Un isolant, autant en profiter pour isoler, un film plastique, une chape et un revêtement de sol. Et donc, on va bien assurer maintenir l'humidité en fait au niveau du carrelage et sous le niveau de carrelage en plaçant ces différents éléments. Bien faire attention de bien traiter la jonction entre sol et mur et donc d'avoir une remontée des membranes anticapillaires couvertes par les membranes qu'on vient poser sur les murs ou par l'enduit, de manière à ce qu'on n'ait pas de problème d'humidité à la jonction mur et sol. Donc là, si la rehausse du sol est impossible, on doit excaver. Donc ça, c'est plus embêtant. Et donc, voilà. Donc, c'est pour ça on n'a pas toujours les hauteurs suffisantes au niveau des caves. Mais si on veut vraiment arriver à rendre un lieu 100% étanche, on n'a pas le choix. On est obligé de faire ça.
Je vais aller un peu plus vite pour la condensation, puisque je vois que j'ai quand même déjà pas mal débordé. Euh, donc, au niveau de la condensation, donc on pourrait avoir la condensation donc, au niveau des caves. Superficielle, c'est donc au niveau des parois. Et interne, ce sera donc dans l'épaisseur des matériaux. Et donc, la condensation interne, on va surtout la voir quand on va venir placer un isolant par l'intérieur. Donc, ça, on verra un peu plus tard. En condensation superficielle, c'est quand on a c'est quand on a en fait de paroi froide, de l'air humide qui entre en contact avec une paroi froide. Alors, avant, tant qu'on avait des simples vitrages, le châssis simple vitrage était souvent la paroi la plus froide dans une façade. Donc, on n'avait pas de problème puisque la condensation se portait sur les vitrages, qui est un matériau inerte. Donc, l'eau coulait le long du vitrage, on avait les trous de buée qu'on appelait au bas des châssis et l'eau s'évacuait. Une fois qu'on a remplacé ça par des doubles vitrages qu'on a étanchéifiés, on va avoir les murs vont devenir les parois les plus froides et donc on va avoir ces problèmes de condensation sur les murs, absorption d'humidité par les finitions, développement de moisissures, etc. Donc, je vais aller un peu plus vite alors. Je vais quand même expliquer ça, sinon ça va être un peu compliqué. Donc, la condensation, donc c'est un problème entre de l'humidité dans l'air et une température de paroi. Et donc, c'est le point de rosée, donc qui est la température à laquelle l'humidité qui est contenue dans l'air se condense, qui permettra de voir quand on aura condensation. Mais donc, il y a une quantité d'eau, donc l'air peut contenir une certaine quantité d'eau sans condenser. Et plus l'air est chaud, plus il peut contenir de l'eau. Donc c'est ça que quand de l'air chaud rentre en contact avec une surface froide, on a une condensation sur le mur. Et ça parce que la température est en dessous du point de rosée, donc qui est là. Donc ici, j'ai mis le tableau qui me donne en fait le point de rosée, donc les températures de paroi en dessous de laquelle on ne peut pas descendre en fonction de la température de l'air dans la pièce. Et donc si on prend par exemple une humidité relative de 50%, qui est donc une humidité de confort qu'on a beaucoup dans les logements en conditions normales d'occupation, qu'on prend une température de l'air donc dans cette pièce de 20 degrés, on se rend compte que donc, le point de rosée est à 9,9 degrés. Ça veut dire que si la paroi est à une température inférieure à 9,9 degrés, ça va condenser. Alors, comment est-ce qu'on limite la condensation? Soit on augmente la température de surface de la paroi, comme ça on n'aura pas de condensation. Mais donc, idéalement, c'est une isolation thermique par l'extérieur, mais donc en cave, c'est impossible ou c'est assez compliqué. Sinon, il faut limiter la production d'humidité dans les pièces. Et troisième cas, c'est assurer la ventilation. Donc, comme je vois que j'ai déjà dépassé les 50 minutes, je vais peut-être passer. Donc ici, je vous donne les productions d'humidité par les activités humaines. Et donc, si on veut limiter la production d'humidité dans une cave, il faut peut-être éviter de produire de la vapeur. Donc, il faut peut-être éviter des activités de cuisson, de lavage, de séchage du linge, ou alors compléter ça par une bonne ventilation. Voilà. Je vais passer la ventilation, ça on aura le temps pour les questions-réponses. La ventilation que vous aurez dans les slides et que vous aurez aussi dans la brochure. On a une brochure ventilation qui est très bien faite, mais donc sachez qu'il y a différentes façons de ventiler. Il vaut mieux ventiler. Donc si vous produisez de la vapeur, on pourrait faire une ventilation intensive, mais donc qui est ponctuelle. Donc, par exemple, vous ouvrez grand vos fenêtres 2 fois 15 minutes par jour. C'est mieux que d'avoir un oscillot battant qui est ouvert en permanence, car vous allez avoir une meilleure ventilation. Que vous pouvez en fait faire une ventilation ponctuelle et intensive, ou alors, dans le cadre d'une réflexion globale sur votre logement, vraiment d'avoir une ventilation centralisée, mais qui est en fait sur l'ensemble de votre logement. C'est-à-dire vous amenez de l'air frais dans les locaux secs, c'est les séjours et les chambres, vous transférez cet air sec vers les locaux humides, donc les salles de bain, cuisine, et vous évacuez l'air de ces pièces vers l'extérieur, donc soit via un extracteur, soit de manière naturelle, ce qui marche moins bien. Ce qu'il faut éviter quand on a les problèmes de condensation, c'est
le système où on vient pousser de l'air mécaniquement avec une extraction naturelle, parce que là, vous augmentez les phénomènes de condensation. L'alimentation naturelle, c'est un peu aléatoire, donc là, il faut voir. Et donc, finalement, les aliments, ce qu'on appelle la ventilation, le système C, ventilation simple flux, avec une extraction mécanique, est un bon système. Alors, si on veut isoler par l'intérieur, donc on se rend compte que si on isole par l'intérieur, il faut un pare-vapeur, car sinon on va avoir un phénomène de condensation interne qui est sans doute moins grave, le risque est moins grand dans les cas vu que la température extérieure, si on a un mur contre terre, est plus élevée que l'air ambiant, donc extérieur, donc on aura moins de risque, mais on a quand même un risque de condensation. Donc d'où la nécessité d'avoir un pare-vapeur qui du coup fait qu'on bloque la vapeur au niveau de la paroi et qu'on n'a pas ce problème. Si maintenant on a la possibilité, parce qu'on fait un affouillement extérieur, d'avoir une isolation par l'extérieur, on en profite pour placer une protection extérieure et c'est l'idéal. Si on le fait par l'intérieur, ça veut dire qu'on doit passer le pare-vapeur, ça veut dire que par la suite, on peut plus, on ne doit pas percer ce pare-vapeur, donc on ne peut plus y accrocher des armoires, on ne peut plus rien accrocher, donc on ne peut plus utiliser les parois pour y accrocher des meubles, faire des aménagements, etc., fixer des armoires. Et on perd aussi l'inertie thermique du bâtiment. Et donc, si on perd l'inertie thermique du bâtiment, ça veut dire qu'on va avoir de plus grandes fluctuations de température. Ça veut dire qu'on va être on va développer plus d'inconfort vu qu'on aura de plus grandes différences de température quand on chauffe ou chauffe pas, et que finalement, c'est pas terrible en fait. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on fait par rapport à l'isolation au niveau des caves? Donc, d'abord, avant de se dire qu'on va isoler les murs par l'intérieur, donc ce qui peut poser beaucoup de problèmes. D'une part, on supprime les sources d'humidité, ça c'est vraiment la base. Donc du coup, on va avoir quand même une amélioration thermique et un meilleur confort. On n'aura pas le sentiment de froid, pas le sentiment humide, et on va diminuer les consommations d'énergie puisqu'on n'a plus besoin de chauffer l'air pour sécher les murs. Ensuite, si on place une membrane au niveau du sol, on isole le sol qui permet, là dans ce cas-là, d'avoir une membrane continue puisqu'on n'a pas ce problème d'aménagement des pièces, de fixation d'armoires, etc. On isole le sol qui en plus, au niveau confort est meilleur puisqu'on n'aura pas les pieds froids, donc il y a aussi une sensation assez désagréable. Et donc la seconde chose, c'est l'isolation du sol. Seulement après, on se pose la question de l'isolation des murs ou quoi par l'intérieur. Voilà. Mais en fonction de l'usage, il faut voir donc comme on a aussi une bonne, donc on a cette température relativement constante, il faut voir si l'isolation des murs par l'intérieur est vraiment quelque chose qui est indispensable au niveau des caves. Donc c'est pas sûr. Il faut peut-être d'abord vivre un peu dans ces caves en ayant résolu les problèmes d'humidité, en ayant isolé le sol, peut-être avant de se poser la question de cette isolation. Voilà. Donc je suis désolé pour avoir un peu expédié sur la fin la ventilation, mais vous aurez les slides et on est de toute façon là pour les réponses. Désolé Ariette, je ferai plus court la prochaine fois. Ça va, l'année prochaine, tu feras plus court. Voilà, merci et désolé d'avoir débordé. On va devoir se séparer de notre interprète parce qu'il est, voilà, il est déjà 14h10 et il doit nous quitter. Mais pour notre public néerlandophone, n'hésitez pas à nous poser vos questions dans les questions-réponses. Hein. Ça va? Alors, pour les personnes qui doivent nous quitter maintenant, partez, le cœur léger, après avoir répondu à l'enquête de satisfaction. Mais sachez que les slides et les vidéos seront disponibles sur notre site web à la fin de notre cycle. Donc voilà, vous pouvez partir le cœur léger. Patrick. J'arrête le partage. Tu peux arrêter le partage. Voilà. Je vais prendre les questions. Hop. Je les ai notées. Alors, ça traîne un peu. Ok. Est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Oui. Tu vois. Ok. Alors, nous avons une première question qui demande comment ventiler les caves qui ne possèdent pas par nature des ouvertures vers l'extérieur? Donc, un spécialiste
déconseille apparemment la VMC, car il y a risque de surhumidification sur les murs en été. Donc, ils souhaitent ventiler l'air humide et vicié, ce qui est normal, hein. Donc, nous souhaitons Mhm. ventiler aussi pour des raisons de sécurité, car les compteurs de gaz sont présents dans la cave. Donc, que faire? Ben, ben, si on est vraiment enterré, que donc on n'a aucune possibilité d'avoir, au niveau de la façade, d'avoir une grille de ventilation, par exemple. Euh, ce qu'on a parfois, c'est un conduit qui est bon. Il faut faire un affouillement au niveau du sol. C'est d'avoir un conduit qui, au niveau du mur de cave, sort au niveau du jardin, par exemple, et qui permet d'avoir en fait une entrée d'air. Donc, c'est vrai que c'est pas évident, mais sinon, c'est au niveau des façades, si on a au moins un soupirail, quelque chose comme ça. Donc souvent on avait un soupirail, donc c'est de permettre cette entrée d'air via le soupirail. C'est toujours mieux d'avoir des ventilations traversantes, donc c'est plus efficace que d'avoir des ventilations monofaces. Maintenant, c'est vrai que c'est pas toujours évident au niveau de la configuration des caves. Donc oui, oui. Ok. Donc voilà, donc ça dépend aussi quel usage on veut faire. Maintenant, c'est vrai que si on a une salle de bain, etc., il faut un extracteur. Donc, un extracteur, ça veut dire qu'on doit être relié à l'extérieur. Là, on peut être relié à l'extérieur via une cheminée, par exemple, donc via un conduit vertical, et on peut avoir une extraction mécanique. Donc, si on a une extraction mécanique, on va avoir un appel d'air. Donc, si on a des caves avec un appel d'air et que ça vient éventuellement du couloir d'accès au niveau du rez-de-chaussée, on peut aussi avoir une ventilation comme ça. Ok. Très bien. Alors, deuxième. Alors, la personne dit qu'elle n'a pas bien compris la relation entre les normes RRU et celles du Code du logement, qui sont Euh, apparemment différentes. Ben, les normes RRU sont les normes liées au permis d'urbanisme et en fait à la configuration de tous les logements. Le code du logement, en fait, c'est uniquement pour les logements mis en location. Donc, la différence, c'est que le code du logement, vous devez respecter les normes. Donc, si pour les hauteurs sous plafond, on dit que c'est 2,30 m pour les surfaces, pour les hauteurs sous plafond des surfaces habitables, vous ne pouvez pas louer un logement dont le séjour aurait une hauteur sous plafond de 2,20 m. Pour le RRU, on dit que c'est 2,50 m pour les pièces habitables. Pour les logements existants, dans le cas des permis d'urbanisme, on pourrait avoir, c'est un peu plus souple, puisqu'on pourrait avoir des logements existants qui n'ont pas les 2,50 m. Ça pourrait passer pour l'urbanisme et pour les permis d'urbanisme. Mais la différence, c'est que le code du logement, c'est vraiment des exigences minimales. Donc c'est pour ça que c'est peut-être un peu moins strict au niveau des normes, des exigences minimales pour mettre un logement en location. Voilà. Très bien. Alors, Donc, si bonjour. le logement est un logement occupé par son propriétaire, le code du logement ne s'applique pas. Merci Patrick. Alors, nous avons régulièrement des inondations dans nos caves. Dans quelle mesure une copropriété peut être aidée? Donc, par rapport à l'obtention des cartes de nappe phréatique, par rapport aux subventions pour les travaux, ou encore pour trouver des spécialistes adéquats et fiables. Bah, il faut voir où est le problème. Il faut voir si ce qu'est des inondations. Donc, si on a vraiment une inondation, c'est soit des remontées, des refoulements d'égouts, des choses comme ça. Ce qu'on peut, ce qu'on peut avoir, c'est outre les clapets anti-retour au niveau des égouts, si ça ne vient pas des égouts, on a aussi des pompes de relevage. Donc on va avoir une pompe de relevage au niveau du sous-sol on fait un petit, une cavité sous le niveau du sol qui peut récolter en fait les eaux en cas d'inondation et qui va renvoyer les eaux à l'égout quand on est en période d'inondation. Donc il faut voir un peu le problème. Les cartes de nappe phréatique, je pense que Bruxelles Environnement doit à de telles cartes. Après, on sait si on est dans une zone qui est humide ou pas humide, on sait ne fût-ce que par le fait qu'on ait beaucoup d'humidité dans les caves ou pas. Mais subvention pour travaux, il n'y a pas vraiment de. On a des traitements humidité qui sont prévus dans le cadre de la prime à la rénovation. Euh, donc là, on pourrait avoir pour les cuvelages, les injections, ça on a au niveau des primes à la rénovation. Euh,
Et pour trouver des spécialistes, Umgret renvoie toujours vers l'ABEX, qui est l'association belge des experts, sur laquelle vous avez là la liste de tous les experts en fonction de leur qualification. Et sinon, si on a vraiment des inondations, donc de voir d'où ça vient, de voir si c'est plutôt les égouts. Donc à ce moment-là, c'est plutôt les clapets anti-retour. Si on a des inondations via des terres, etc., c'est plutôt la pompe de relevage avec cette cavité sous le niveau du sol. Et éventuellement, parfois dans certains cas, on a des rigoles qui amènent l'eau là et qui, dès qu'il y a humidité dans la cavité, la pompe se met en marche. Oui. Ok. Alors, quelle est votre expérience avec des problèmes liés à l'humidité pour les nouvelles constructions ou maisons passives? Personnellement, pas beaucoup. Donc après, chez Homegrade, on peut poser les questions et on a des spécialistes pour tout chez Homegrade, donc j'ai des collègues très qualifiés. Oui, Voilà, donc n'hésitez pas à envoyer vos questions oui, envoyer les par questions. mail, hein. Oui. Souvent Voilà. dans les bâtiments plus récents, c'est des problèmes plus de mauvaise réalisation. Voilà. Donc c'est au niveau de la mise en œuvre qu'on pourrait avoir des problèmes. Parce qu'on n'a pas bien mis on n'a pas bien mis une barrière d'étanchéité ou des choses comme ça. Oui. Ok. Bonjour, où peut-on se procurer les bandelettes de test? C'est une bonne question. Ça, il faudrait voir. À mon avis, ça doit se trouver dans des magasins un peu de construction, un peu. Peut-être pas forcément les bricots, mais je me demande si même si dans les bricots on n'en trouve pas, mais c'est dans des magasins de construction un peu plus importants. On peut aussi poser la question par mail, on peut chercher pratiquement. Ok, On peut les donc avoir, mais elles sont assez. C'est un phénomène qui est plus pris en compte maintenant qu'auparavant, donc tout ça est plus facilement accessible maintenant qu'il y a quelques années. bien. Alors, bon. Alors, mon espace bénéficie de couvre-soupiraux, donc des blocs en béton avec des pavés de verre. Oui. Donc, je constate une forte condensation en hiver sur la surface du verre, hein, le Mhm. pavé Oui. à l'intérieur, et cela malgré une ventilation mise en place, hein. Est-ce qu'il Mhm. existe des matériaux spécifiques, hein, comme une sorte de pavé double vitrage, pour éviter ce problème? Ouais, le double vitrage va éviter le problème, mais il faut voir d'où vient la condensation et si ça pose problème en fait, parce qu'en fait un problème de condensation sur du verre, à part que le fait que on signale que euh, ça provoque un problème, qu'il y a de l'humidité dans l'air, c'est pas un problème puisque l'humidité de l'eau sur du verre, ça dégrade pas les matériaux. Donc il faut voir s'il y a un problème humidité. Si on met du double vitrage, on risque de déplacer le problème sur des murs, sur du plafonnage, et donc d'avoir des dégradations sur des matériaux qui, eux, quand ils sont engorgés d'eau, se dégradent. Donc, il faut voir. Donc, maintenant, l'idéal au niveau des soupiraux, enfin, ici, c'est un peu difficile de répondre aussi parce qu'on ne sait pas quelles sont les utilisations des espaces, mais en général, c'est bien si on a un soupirail, c'est de laisser comme avant un soupirail ouvert avec une ventilation si on a une cave qui est utilisée comme cave, et donc de ne pas avoir une fermeture avec des blocs de béton. Et bon, ici dans l'exposé, on a la fenêtre, on a une fenêtre de soupirail. On a une fenêtre de cave avec l'exemple à côté avec des des briques de verre qui ont remplacé. Il vaut mieux garder une fenêtre, garder une ouverture si c'est un soupirail devant la porte d'entrée, garder ça avec une grille pour avoir une vraie ventilation en fait, plutôt que d'avoir une fermeture via du verre ou via tout autre matériau. Ouais. Ok. Alors, la même personne demande, est-il conseillé de s'adresser à un architecte pour assainir un espace comme la cave? Comme ce sont des travaux qui demandent un certain niveau d'expertise, à qui s'adresser? Oui, parce enfin oui, puisqu'on peut avoir quand même pas mal de problèmes. Là, il faut voir aussi si on parle permis d'urbanisme, si on veut si on veut utiliser les caves. Et donc là, on n'a pas besoin forcément c'est pas forcément un permis avec architecte, mais c'est vrai que si on a des problèmes particuliers à résoudre, s'il y a tout ce problème des selles, des membranes, etc., des enduits, bien avoir un visqueen pour les sols, etc. Donc ça peut être utile d'avoir un architecte pour avoir vraiment peut-être une vision globale sur les aménagements. Oui. Ok.
Toujours la même personne. Alors, l'entrepreneur me garantit des murs secs dans la cave avec une technique de cuvelage pour 10 ans au minimum. Est-ce que cette technique est vraiment efficace? Ouais, en général, les garanties de 10 ans, c'est lié c'est lié aux responsabilités décennales, donc c'est pour ça qu'on donne 10 ans. Maintenant, je sais que le CSTC, dans ses, parle qu'il y a des retours là-dessus, notamment aussi avec les produits d'injection sur 25-30 ans, et que c'est toujours efficace. Donc, après, il faut voir, il faut voir ce que le produit qui était utilisé pour le cuvelage. Donc, pour le cuvelage, on a quand même besoin d'un enduit de cuvelage. Donc, c'est pas un simple cimentage. Donc, il faut vraiment avoir des enduits qui sont prévus euh, cette adaptation-là, en fait. Donc, il faut avoir cette application-là. Donc, il faut un enduit de cuvelage, en fait. Et si on a un enduit de cuvelage, ça pose pas de problème, normalement. Ouais. Ok. Alors, pour ce qui est des membranes d'étanchéité, est-ce que c'est une pratique courante dans les années 60-70? Est-ce que ça devient obligatoire à partir d'une année spécifique? Ben, à partir des années 50, on commence à avoir les membranes, et donc on a normalement des membranes, oui. Oui. Alors, ce que ça devient obligatoire, ben, c'est dans les règles de l'art. Donc là, on a des règles de l'art. Donc les règles de l'art ne sont jamais obligatoires, mais dès qu'on a un problème, on se retourne vers les règles de l'art. Donc c'est quand même bien de respecter les règles de l'art. Donc, ouais. Ce qu'on peut avoir aussi dans les bâtiments plus récents avec les coulisses, donc avec les murs creux, c'est qu'à un moment, on a le bas des. Donc normalement, on doit avoir des joints ouverts dans les bas pour que l'eau qui éventuellement se trouve dans la coulisse puisse s'évacuer vers l'extérieur. Ce qu'on peut aussi avoir au cours des années, c'est qu'on a progressivement un encombrement de la coulisse par des déchets des chutes de mortier, de joints, etc., et qui fait qu'à un moment, la coulisse est obstruée et empêche cette évacuation d'eau, et qu'on a des problèmes qui sont liés à ça, en fait. Ouais. Ça, c'est possible aussi. Ok. Alors, autre question. Le phénomène de désagrégation des briques concerne-t-il également les maçonneries en bloc de béton? Ouais, il peut y avoir d'autres problèmes, mais tout, oui, je pense que c'est vraiment lié à tout matériau, en fait. Hein. Ouais. Très bien. Que les selles abîmées. Donc, c'est moins flagrant dans le cas des dalles de béton, mais ouais. Très bien. Que pensez-vous de placer un drainage côté extérieur pour éviter l'humidité? C'est formidable. Bien souvent. Donc le drainage, c'est parfait. Donc avec un drainage avec un drainage relié à l'égout. Donc le problème du drainage, c'est qu'il faut dégager. Mais donc c'est vrai que si on peut faire un drainage, donc on dégage les terres, on en profite, on isole par l'extérieur, on remet une étanchéité à l'extérieur, et on draine. C'est une solution qui est beaucoup plus simple, qui pose pas de problème de condensation interne par rapport à une isolation par l'intérieur. C'est c'est une très bonne solution, mais souvent c'est peu réalisable en ville et dans des maisons mitoyennes, en fait. Voilà. Mais c'est vrai, parce que ça nécessite de dégager les terres, d'arriver aux fondations. Ça n'empêche pas le traitement de l'humidité ascensionnelle, mais ça avec éventuellement, donc ça va le diminuer si on a un bon drainage, mais après, éventuellement, on fait le traitement de l'humidité ascensionnelle plus le drainage extérieur, et du coup, on en profite pour isoler par l'extérieur, de bien remettre une membrane étanche, etc. Et là, on a vraiment une très bonne solution, et ça, c'est bien. Oui. Ok. Alors, quel est le taux d'humidité normal pour une cave qui est utilisée comme pièce de stockage ou de buanderie? Ben, on est entre 30 et 60, entre 40 et 70%. 40-60 dans les pièces de vie, on peut avoir un peu plus, mais c'est en fait en dessous de 30 ou 40% d'humidité relative, on a un air très sec, et donc c'est pas terrible au niveau santé. Et au-delà de 70%, c'est pas terrible non plus. Mais donc la zone de confort pour une personne dans une pièce, c'est d'avoir un taux d'humidité entre 40 et 70%. Très bien. Alors, bonjour. Quel est le Après, on peut meilleur... avoir une, un apport d'humidité
quand on prend sa douche, on est à 100% d'humidité. Donc, le tout, voilà, ça peut être ponctuellement, on peut avoir plus. Donc, voilà. Mais après, si on doit retourner à quelque chose de plus normal, c'est entre 40 et 70. 40 et 70. OK. Alors, quel est le mode opératoire à suivre pour traiter efficacement l'humidité d'une pièce? Donc, c'est la première question. Ben, ça dépend d'où elle vient. C'est voilà, c'est pas très précis. Donc, c'est un peu tout ce qu'on a vu tout ce qui est prévu dans les slides qu'on a présentés. Donc, oui. Il OK. faut voir d'où vient. En fait, il faut le mode opératoire, c'est voir d'où vient l'humidité et en fonction de ça, d'assurer le traitement adéquat. Très bien. Et la deuxième question, quel est l'intérêt d'une bande hydrofuge lors du plafonnage et où les placer précisément? Le plafonnage, soit on le met sur le mur sec, soit on met plutôt que des bandes, on met une membrane. En fait, les membranes contre les sels sont des membranes hydrophobes, donc c'est des membranes qui ne se laissent pas passer par l'humidité. Donc c'est pour garder vraiment le plafonnage qui soit en plaque ou un plafonnage en plâtre, donc pas en plâtre plat, soit placé sous la membrane. Donc ça permet d'éviter d'avoir que le plafonnage soit mouillé. On a une bande hydrofuge, je ne sais pas où on la met, mais donc il faut que, en fait, si on met du plâtre, si on plafonne sur un mur qui est humide, à un moment le plafonnage se décolle. Donc il faut que le mur soit sec pour le plafonnage. C'est plus Euh, intéressant, pour ça que c'est plus intéressant dans ce cas-là, si on a un peu d'humidité dans le mur, plutôt que d'avoir un plafonnage, qu'on mette un enduit à la chaux, qui lui en fait va faciliter le séchage du mur. Donc on va avoir un peu plus de séchage du mur si on a un enduit à la chaux. Maintenant, si on met un enduit à la chaux sur un mur qui est humide et dans lequel il y a des sels, on va favoriser les cycles évaporation, séchage, humidité. Et donc, on va peut-être à la longue augmenter ce problème d'accumulation de sel dans les maçonneries. Donc, voilà. Mais sinon, la chaux, les enduits à la chaux dans les caves, c'est vraiment des enduits très intéressants quand on est sur des murs qui ont une faible humidité. Parce on peut avoir de l'humidité dans un mur, hein, c'est pas forcément un problème. Donc, on peut vivre avec des murs de cave dans lesquels il y a un peu d'humidité. Le fait de passer les enduits à la chaux va favoriser le séchage des murs. Donc, on reste à partir du moment où elles sont ventilées dans les caves, même s'il y a un peu d'humidité dans la cave, et même de l'humidité ascensionnelle, ce n'est pas très grave si on n'a pas besoin de dormir, de stocker ses archives, etc. Quoi. Donc voilà. ok. Alors, je reviens juste sur la question précédente qui parlait de taux d'humidité. Oui. Alors, c'était pour une utilisation de stockage ou buanderie. Est-ce que les 40-70% sont toujours valables? Stockage, il faudrait regarder pour des utilisations non liées à la présence humaine. En buanderie, la buanderie, on va sans doute avoir plus au moment où on utilise le sèche-linge, enfin surtout le sèche-linge, mais euh, pour le stockage, il faudrait regarder s'il y a des activités non humaines. Il faudrait voir dans quelle est on peut répondre éventuellement via notre. Si on nous envoie un mail, on peut regarder ce qu'il faut. Il faudrait regarder en fait dans les stockages de documents quel est le taux Mhm. d'humidité qui est préconisé pour que peut-être que plus c'est sec, mieux c'est. Mais l'air trop sec, c'est pas terrible pour les muqueuses. Donc, mais si c'est juste un stockage de documents, peut-être que moins on a d'humidité, mieux c'est. Ouais. Mais je ne sais pas précisément pour ça. Je ne connais pas la Ok. réponse. Alors, votre avis sur un projet pour creuser donc dans les caves, histoire de gagner de la hauteur? On peut creuser tant qu'on ne creuse pas en dessous des fondations, sinon on aura d'autres problèmes. Et après, c'est des travaux lourds, donc on doit enlever. Il faut voir ce qu'il y a, mais le fait de creuser, ça permet effectivement éventuellement d'avoir les hauteurs suffisantes, de pouvoir faire une vraie dalle de sol. Mais donc là, alors, on est parti dans les travaux avec une dalle de sol, une dalle armée, etc. Mais ça peut être une bonne solution, mais faire attention évidemment de ne pas dépasser les hauteurs de fondation, sinon on n'aura plus besoin de régler les problèmes d'humidité dans sa cave vu qu'on n'aura plus de maison. Ok. Alors, combien de minutes est-ce que tu as encore? Parce qu'il y en a pas mal, hein. Des questions qui arrivent encore?
Il est 30. Combien de minutes encore, Patrick? 10 minutes. 10? Ah, ok, Ouais. ça Est-ce va. qu'on a encore des gens d'ailleurs? On a encore, Il y a encore du monde. il y a encore du monde, Ah, oui. oui, ça marche. Ils attendent la réponse, hein. Alors, quelle est l'épaisseur de la rehausse de sol pour l'isolation? Je pense qu'il y a une erreur. L'isolation de l'humidité. Si on met la chape, l'isolant, etc., on va être à 10-15 cm de rehausse. Une quinzaine de centimètres. Ouais, entre 10 et 15. Si on utilise un carrelage existant et que donc on se contente de mettre un isolant, une chape armée et puis une finition. Ouais. Ok. Alors, quelle est la position de HomeGrid par rapport aux aménagements des caves en locaux habitables? Je pense qu'il y a une erreur là. Donc, la position de Euh, HomeGrid. On utilise de plus en plus les caves. L'espace est de plus en plus cher, donc on utilise un maximum des caves. Donc la position, c'est d'avoir aussi, en fonction. Il n'y a pas une position unique, c'est vraiment de voir en fonction d'un cas précis euh, l'utilisation possible. Donc en fonction aussi des moyens qu'on a pour rendre une cave habitable. Voilà. Donc maintenant, la différence, c'est d'avoir un logement en cave et d'avoir un logement dont une partie des pièces se situe en cave. Donc c'est différent. Ce qu'il faut faire attention aussi, c'est comme maintenant on a tendance à beaucoup exploiter les caves, c'est aussi au niveau des lorsqu'on achète. Donc, point de vue de l'acheteur, c'est quand on vous vend un duplex qui est rez-de-chaussée plus cave, en disant que les caves peuvent être aménagées, que donc là vous pouvez y faire vos chambres, cuisine, séjour, salle de bain, etc. Il faut bien voir au niveau de l'urbanisme voir si techniquement c'est possible, voir si c'est au niveau de l'urbanisme c'est prévu déjà comme ça ou si c'est à vous à faire les démarches pour le permis, parce que là vous n'aurez pas forcément le permis en fonction de la configuration. Et puis, des logements en cave, c'est pas terrible. Donc, si on a un logement spécifique qui est juste en cave, ça va pas. Mais après, il faut voir si, quel est quel est quel est le degré d'enterrement de la cave. Si elle est peu enterrée, beaucoup enterrée. Maintenant, c'est en fonction de ça qu'on peut avoir. On peut voir si la cave est habitable et si la cave, donc plutôt une cave comme extension de logement et pas une cave comme logement autonome qui est enterré un peu partout, où là on a quand même peu de lumière, on risque d'avoir des problèmes, etc. Donc voilà. Ok. Alors, avez-vous des chiffres sur le taux de réussite d'aménagement de cave? Non, on n'a pas vraiment de chiffres. Maintenant, les aménagements, tout dépend tout dépend ce qu'on veut. Maintenant, il y a toujours moyen d'aménager une cave, il y a toujours moyen de faire tout ce qu'on veut avec les caves, et c'est surtout une question de moyens en fait. Voilà, ça coûte cher. Si on doit vraiment rendre une cave complètement étanche, isoler complètement l'humidité du sol, donc c'est possible, mais ça coûte cher. Donc il faut voir si ça vaut la peine. Voilà. Après, expérience personnelle, moi j'ai vécu quelques années dans un rez-de-chaussée avec des cuisines caves qui étaient peu enterrées. Et donc j'avais ma chambre et donc c'était très agréable d'avoir une chambre là qui n'était pas trop chaude, mais pas trop froide en hiver, très calme, parce que j'avais le rez-de-chaussée. Donc ça peut être aussi des lieux, des endroits et des locaux très intéressants à utiliser. Donc on t'en met très bien là. Voilà, c'est très bon à savoir. Alors, est-ce Voilà. que la ventilation est importante en relation à l'humidité ascensionnelle? Euh, Ça dépend de la. Oui, c'est toujours important de garder. Dès qu'on a une humidité, c'est toujours intéressant de ventiler. Alors c'est important si elle n'est pas traitée, si elle n'est pas traitée et on n'a pas de ventilation, ça risque de devenir un problème au bout d'un certain moment, puisqu'on va avoir un air confiné qui va être chargé d'humidité en fait. Et donc, et si l'humidité ne s'évapore pas, on risque d'avoir le niveau de maçonnerie qui est humide, qui monte plus haut. Donc, ça peut monter jusqu'à 1,50 m. Parfois, si on met un cuvelage côté intérieur, mais qu'on ne fait pas les injections, on peut monter, on peut arriver au rez-de-chaussée. On peut avoir des murs qui montent, comme l'humidité ne peut pas s'évaporer,
Quand elle peut s'évaporer, elle va monter jusqu'à 1 mètre 50. Si elle ne peut pas s'évaporer, elle peut monter beaucoup plus haut. Donc, maintenant, si on est dans une cave qu'on utilise qu'occasionnellement comme cave dans laquelle vous avez juste votre chaudière et que vous avez un peu de ventilation, un peu d'humidité ascensionnelle, ben, ça ne pose pas vraiment de problème en fait. Ouais. Mais disons, ça ne résout pas le problème. Mais tant que vous maintenez un taux d'humidité relative, vous avez aussi les appareils qui vous mesurent l'humidité relative qui reste acceptable et viable, vivable. Voilà. L'humidité en soi ne pose pas de problème en fait. Si on décide d'occuper les lieux, si on y séjourne longtemps, donc là, si on a des développements de moisissures, si on a, voilà, c'est tout lié à ça en fait. Oui. Ok. Alors, comment recouvrir au mieux, isolation humidité, un sol en terre battue? Ouais, c'est comme on a un peu présenté dans les slides. Il faut faire une dalle. À mon avis, là, qui sont en terre battue, il faudra plus, je pense qu'il y aura plus qu'une chape armée. Il faut faire une dalle béton qui est ancrée dans les murs. Puis il faut une isolation et puis une chape. Et là, avec un moment, un visqueen qui empêche l'humidité de passer à travers le béton. Donc le béton est assez bien étanche, mais pas totalement. Donc il faut quand même, on met toujours un visqueen pour protéger contre l'humidité. Mais donc là, on aura une dalle béton avec un ancrage, donc des armatures ancrées dans les murs, etc., pour vraiment avoir un vrai sol en fait. Ouais. Ok. Où est-ce que j'en étais encore? Une humidité ascensionnelle qui apparaît uniquement en période de gel peut-elle être liée au fait qu'il y ait un mauvais drainage des sols entourant les fondations? C'est possible. Maintenant, en général, l'humidité ascensionnelle, en fait, la nappe phréatique, elle bouge en fonction des saisons et elle est plus haute en été et plus basse en hiver. Donc, on peut avoir souvent des problèmes d'humidité qui apparaissent en été plutôt qu'en hiver du fait que la nappe phréatique remonte. On peut avoir ça au niveau des sols notamment. On pourrait avoir des taches d'humidité qui apparaissent en été et pas en hiver. Ici, en période de gel, il faut voir si c'est pas de la condensation en fait. Donc, si c'est en période de gel, uniquement en période de gel, à mon avis, on est plutôt face à des parois froides. Il faut voir un peu si c'est au niveau de murs et que oui, ce serait plutôt ça risque plus d'être de la condensation que de l'humidité ascensionnelle. Maintenant, ça peut être les deux aussi, hein, mais c'est toujours ça. Mais ce serait peut-être plutôt alors des problèmes de condensation, puisque là, les murs sont froids et que bah, du coup, là, l'humidité dans l'air va condenser plus vite. Très bien. Surtout si on ne ventile pas et qu'on a donc un peu d'humidité qui reste, de l'air qui est chargé en humidité. Ok, peut-être on prend encore 3 questions, ça doit ça? Ça marche. Ah, ok. Alors, la terre s'est tassée sous le carrelage de la cave, mais le carrelage se maintient en place. Donc, y a-t-il un moyen d'injecter de la mousse isolante dans l'espace nappe, donc entre le carrelage et la terre? Il faut vérifier, il y a moyen, bon, on ne va pas forcément mettre de la mousse, mais on peut faire un remblai ici, pour combler le trou. Maintenant, il faut voir pourquoi il y a un tassement sous le carrelage. Donc, si c'est un tassement léger ou en général, on ne va pas injecter de la mousse, à mon avis, parce que la mousse isolante, elle s'expanse et donc on risque d'avoir le carrelage qui du coup va gonfler. Donc, on ne va pas garder un niveau plat. Donc, mais on comble, ça on peut faire. Oui, si on a une excavation, on peut combler le vide par du sable stabilisé, etc. Et donc, il y a différents moyens. Oui. Très bien. Alors, je pense que la suivante vient d'une personne néerlandophone ou anglais. Alors, comment assurer une ventilation de bas vers le haut donc, pour éviter que la cave attire de l'air chaud et humide vers sa ventilation? Donc, comment assurer une ventilation vers le haut pour éviter qu'il y ait de l'air chaud attends, je ne comprends Alors, pas la bien. personne, je ne sais pas si elle est toujours présente. Comment assurer une ventilation de Euh, bas vers le haut n'hési- En général, on le fait. Alors, je vais reposer la question. Alors, la personne, si elle est encore présente, n'hésitez pas à poser votre question
En néerlandais ou en anglais. Comment assurer une ventilation de bas? En général, on ne va pas tirer l'air si l'air est humide. Ah, c'est Monsieur Peter Marine et il est là. Voilà, s'il peut Éviter que reposer la sa cave attire de l'air chaud, question, éviter que la cave parce attire qu'on de n'a l'air pas tout à chaud fait et compris. humide vers sa ventile. Normalement, on fait une ventilation générale, c'est ce qu'on a un peu passé parce que je me suis un peu trop étendu. Il faut un système de ventilation qui est global au logement, donc il faut des entrées d'air par les pièces de vie, un transfert des pièces de vie vers les pièces humides, donc salle de bain, cuisine, WC, et une extraction par ces pièces-là, en fait, qui est dans le cas d'un système centralisé, qui est centralisé. Donc c'est plutôt d'avoir il faut un système global de ventilation. Monsieur peut éventuellement prendre la brochure que HomeGrid a fait sur la ventilation. Donc on a un système C, qui est un système avec une entrée d'air par les fenêtres des chambres, séjours, une extraction mécanique par les pièces humides et du coup un transfert d'air de ces pièces sèches vers les pièces humides. Donc on fait toujours un transfert d'air des pièces sèches vers les pièces humides, justement pour éviter qu'il y ait diffusion de vapeur à travers le logement. Ouais. Si on a de l'eau, si on a maintenant un air chaud et humide dans une salle de bain et qu'on n'a pas de système global, c'est un extracteur individuel au niveau de la salle de bain pour empêcher qu'il y ait diffusion de cet air humide à travers tout le logement. Ok, alors monsieur vient de dire qu'en fait, il a peur que l'air chaud de la maison soit aspiré par le sol. Enfin, L'air chaud monte, hein. Donc il y a un phénomène naturel qui est que l'air chaud monte. Donc l'air chaud ne descend pas. Donc sur le principe, si la température de cave est plus fraîche, l'air chaud ne va pas descendre à la cave. C'est l'air froid qui descend. Voilà, j'espère que c'est OK pour Monsieur Peter. Alors, dernière question. Une cave bien ventilée est forcément plus froide, hein, ce qui rend peut-être le rez-de-chaussée plus... Attends, ce qui peut refroidir le rez-de-chaussée et du coup peut même causer des problèmes d'humidité au niveau du sol. Alors si on ventile bien sa cave, on isole le plancher du rez-de-chaussée. Donc il y a des primes pour ça. Et on peut avoir un volume chauffé qui démarre au rez-de-chaussée avec une isolation du plancher, du sol, si c'est un plancher en bois par en dessous. Donc on isole dans l'épaisseur des gîtes. Si c'est une dalle béton, on peut isoler par au-dessus, par en dessous. Et on peut garder une ventilation au niveau des caves. Voilà. Maintenant, au niveau des ventilations, dans les cas où on est dans des cas de salle de bain, des buanderies, il vaut mieux ventiler justement de manière ponctuelle, de manière importante, pendant 15 minutes pour avoir un renouvellement d'air, mais pas laisser une fenêtre totalement ou un espace totalement ouvert tout le temps, parce que là, on va effectivement refroidir toutes les parois. Mais sinon, c'est l'isolation du sol. Donc, comme ça, on limite en plus son volume chauffé, c'est pas mal non plus. Si on décide de ne pas utiliser les caves, de ne pas intégrer les caves dans des locaux de vie. Voilà. Parfait. Merci beaucoup, Patrick. C'est Merci clair et HomeGrid. complet. Très long, désolé pour tout le monde. Je suis un peu long. C'est moi qui Ceux suis qui sont encore désolé. là. Oui, je suis désolé d'avoir beaucoup débordé. Voilà. Donc, C'est si un vous avez sujet encore qui est difficile de résumer. Tout à fait. Donc, si Voilà. vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les Oui. envoyer par mail, hein, info@homegrid.brussels. Alors, demain, nous allons accueillir un autre conseiller HomeGrid, donc Charles Julien, hein, qui va nous parler de maîtrise de chantier. Donc, comment s'y préparer, les points d'attention, voilà, comment gérer tout ça. Donc, demain, même heure, même endroit, sur Zoom. Donc voilà, n'hésitez pas à compléter la petite enquête de satisfaction. Patrick, merci. Merci, Bon après-midi. merci Ariette. Bon après-midi à À tous. bientôt. À bientôt. Au Au revoir. revoir.